Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra et pour une nouvelle semaine d'émission en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors je le dis, vous êtes historien, nous avons débuté ces quelques semaines sur l'histoire de Napoléon, que l'on retrace certes lentement mais il y a tant à dire. Et nous allons démarrer évidemment par la célèbre campagne d'Italie. Déjà, pourquoi cette campagne ? C'est assez facile en fait. On se remet dans le contexte de l'époque après les épisodes de Vendémiaire, donc en fin 1795, qui ont valu à Napoléon son surnom de général Vendémiaire, et surtout une promotion météorique parce qu'après Vendémiaire, il se retrouve catapulté général en chef de l'armée de l'intérieur. Donc c'est lui qui est chargé de défendre l'intérieur du territoire français. Avec ça vient la rencontre avec Joséphine, la rencontre dans tous les sens du terme, l'éveil à l'amour, l'éveil à l'âge adulte, tout ce qu'on veut, et des rentrées d'argent assez phénoménales, une vie sociale qu'il n'aurait jamais pu imaginer, et c'est le prototype du Corse à Paris, du Corse qui monte à Paris, donc qui s'installe dans les beaux quartiers, dans un hôtel particulier, et qui s'intègre dans la belle société parisienne, grâce à Joséphine, bien entendu. On peut dire, allez, si on parle à l'Ajaxienne, qu'il fait quelques années de spacat, un petit peu. C'est tout à fait ça, c'est belle spacone. Mais c'est ça, il écrit à son frère Joseph qu'il a la belle vie, que si Joseph veut en profiter, il n'y a absolument aucun problème. Tout est là, tout est en place. Et à ce moment-là, arrive de la part de la tête de la France, des membres du directoire, une volonté de mettre fin aux guerres de la Révolution et de repousser les ennemis de la France loin des frontières françaises. Donc, c'est là qu'intervient l'histoire de la campagne d'Italie. La stratégie du directoire, c'est de mettre le gros des troupes au niveau aujourd'hui de l'Allemagne et de faire une espèce de diversion au sud. On ouvre un nouveau front. Voilà, on ouvre un front de diversion au sud, en Italie. Et Bonaparte, va être nommé au mois de mars général en chef de cette armée d'Italie qui aura pour but de bouter hors du nord de l'Italie les troupes sardes et les troupes autrichiennes. Alors bien évidemment, il va sauter sur l'occasion, c'est trop beau de faire ses armes, ce pourquoi il a fait ses études. C'est la concrétisation de son rêve d'étudiant militaire. Et il saute sur l'occasion, mais avant, il tient absolument à se marier avec Joséphine. Et ça va être un mariage assez rocambolesque, parce que d'abord c'est un mariage civil, puisqu'elle-même est veuve. Elle attend Napoléon à la mairie à Paris avec une petite robe avec des cocardes tricolores. Et c'est très amusant. Napoléon se fait attendre, évidemment. Il arrive en retard, et bien qu'en arrivant en retard, il secoue l'officier d'état civil en lui disant allez, mariez-nous, il faut que ça aille vite, Le mariage, c'est vraiment une espèce de farce, parce que Napoléon se vieillit et Joséphine se rajeunit. Ils ont quelques années d'écart, donc en jouant sur les deux... Ils ont quasiment le même âge, voilà. Ils ont exactement le même âge, c'est tout à fait ça. Et bon, c'est une coutume un petit peu bizarre, mais voilà. Napoléon est marié avec Joséphine, il est général en chef de l'armée d'Italie, il est bien introduit auprès du directoire, tout est bon, on peut partir à Nice dans un premier temps pour rencontrer sa nouvelle armée. Alors, c'est pas encore, on peut le dire véritablement, une place de confiance qu'on lui donne. C'est vraiment une place pour faire ses armes. C'est au départ comme on l'a dit, une stratégie de diversion, mais on lui donne une armée en guenilles, puisque c'est le terme qui a été employé à l'époque, et jamais on ne peut penser qu'ils vont accomplir, parce qu'il n'est pas seul, des prodiges dans le nord de l'Italie. Et c'est ce qui se passe donc quand il rejoint son armée à Nice. Il est tout jeune général. Il a d'un côté les soldats qui sont complètement dépenaillés, qui n'ont pas de pension, qui n'ont pas d'armement, qui n'ont rien, une armée à l'abandon, et les généraux qui commandent cette armée, qui sont des généraux d'expérience, dont Augereau, Masséna, qui regardent Napoléon un peu de haut, qui c'est ce jeune là qui arrive et qui va et qui finalement en plus vont le suivre par la suite, et
qui a grillé les étapes, puisqu'il n'est même pas passé par le grade de colonel, il n'est jamais allé véritablement sur le terrain, qui c'est celui-là? Donc on le prend de haut, mais de suite il s'impose en motivant les troupes et en étant parfaitement irrespectueux avec les généraux en question. Il ne se découvre pas devant eux quand il arrive, malgré la différence d'âge et la différence d'expérience. Donc il s'impose comme ça de force avec les généraux qui sont assez surpris. Et bon, il dit, ben voilà, il nous a dominés, donc allons-y, on le suit maintenant, on est parti. Merci beaucoup Philippe Perfettini, on se donne rendez-vous demain, merci, au revoir. À demain, bonne soirée. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostra, et nous sommes mardi, nous sommes toujours en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors on continue évidemment à évoquer cette campagne d'Italie. Alors cette campagne d'Italie est assez étonnante, puisque finalement, on peut le dire, Napoléon a réussi son pari, même au-delà de ce qu'il imaginait. C'est une campagne où il va faire preuve véritablement d'innovation, où il va réussir justement à fédérer des troupes. Le travail qu'il va mener, en tout cas l'action qu'il va mener, est assez exceptionnelle. Il accomplit un travail de leader dans tous les sens du terme. Leader militaire d'abord pour son armée, et leader politique ensuite, une fois que sa mission sera accompli et qui va essayer d'installer un projet durable pour le nord de l'Italie. Alors ça se passe en deux temps. D'abord il y a la campagne militaire proprement dite, avec des prodiges de vitesse, des prodiges de stratégie. Il est en sous-nombre par rapport à l'ennemi. C'est, je crois... On dit qu'il bat à chaque fois peut-être à 1 contre 2, c'est ça? Là c'est un petit peu moins. C'est, je crois, 44 000 soldats français contre 60 000 Autrichiens et Sardes. Donc il coupe les armées en deux. Il s'occupe d'abord des Autrichiens, il les bat. Il s'occupe des Sardes, mais il les pulvérise. Et c'est à ce moment-là, Montenotte, Lodi, ces batailles-là, et où il gagne ses galons de petit caporal, parce qu'il va au charbon avec les soldats. Et là, on aura l'apothéose à Arcole. Et il arrive dans tout ça, il avance progressivement vers Milan, où il entre au mois de mai 1796. C'est-à-dire quasiment en 1 an, finalement, il accomplit des prodiges. Il a accompli des prodiges fabuleux, puisque en très peu de temps, en fait, c'est la durée exacte de la traversée de Nice à Milan, c'est un peu plus de 3 semaines. Et en 3 semaines, il débarrasse toute cette partie de l'Italie d'une guerre qui dure depuis 4 ans. Voilà. Avec une armée en sous-nombre, mais lui, il a la force de la jeunesse. En face de lui, il a un état-major autrichien qui est vieillissant, puisqu'il a Beaulieu d'abord, Wurmser ensuite et Alvengzi pour finir, qui ont 71, 70 et 72 ans. Donc c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes manières de penser et d'agir, et il va beaucoup plus vite. Et il a eu ce talent de savoir galvaniser ses troupes. Oui, tout de suite, finalement, son aura de leader s'impose véritablement durant cette campagne. Il sait parler, et surtout, il s'intègre à ses équipes. Il mouille la chemise, comme on dit. Et ça change de l'ancienne manière de faire la guerre. Il y a le chef qui va devant. Et les autres chefs, les autres généraux, vont devant aussi dans les charges de cavalerie, les charges d'infanterie. Et c'est un festival. C'est un festival. Il y a Masséna qui était hostile à Napoléon au début, qui va se surpasser, et à tel point que lui aussi, c'est l'époque des sobriquets. On va l'appeler l'enfant chéri de la victoire, parce que c'est surréaliste ce qu'ils accomplissent là-bas en sous-nombre, avec une armée qui est pas expérimentée, qui a été laissée à l'abandon pendant des années, et puis ils gagnent bataille sur bataille. À la fin de la campagne d'Italie, ils sont à 20 victoires pour aucune défaite. Finalement, c'est à ce moment-là aussi qu'il fidélise des hommes qui vont le suivre tout au long de ses aventures. Absolument. Il y a, pour les militaires, pour ne citer qu'eux, il y a Lannes, Murat, il y a Eugène de Beauharnais, son gendre. Son beau-fils, pardon. Son beau-fils. Et il y a celui qui va devenir le cardinal Fesch, puisque c'est lui qui ferme la marche, qui est magasinier de l'armée d'Italie, et qui va commencer sa prodigieuse collection de tableaux à ce moment-là. C'est là que ça commence. Voilà, il est sur place, il se rend compte de ce qui se passe et tout, il achète.
Alors, évidemment, hein, cette conquête aussi du nord de l'Italie laisse place dans l'imaginaire à des batailles fameuses. Hein. On peut penser à Rivoli, on peut penser à Arcole. Hein. Arcole, évidemment, immortalisé. Ce magnifique tableau. Sa légende est en train de se construire à ce moment-là. Alors, la légende, elle se construit en plusieurs parties. La première, c'est lorsqu'il prend pied à Milan, donc il entre dans la capitale. Il sait qu'il a gagné, hein, bien avant de signer le traité de Campoforme, hein, c'est une formalité. Et il s'installe vraiment comme un chef d'État. Donc de militaire, il passe à politique. Et il imagine une réforme totale pour commencer à imaginer l'unité de l'Italie. Et il donne des réceptions, il tient une cour, il reçoit ses sœurs. Joséphine vient le voir. Il était temps. Et il se passe des choses comme ça, il se comporte en chef d'État. Et puis à côté, continue son œuvre militaire avec deux batailles clés. Arcole, parce qu'il rentre dans la légende, et puis il rentre d'autant plus dans la légende qu'il fait imprimer un journal. C'est l'inventeur de la propagande, hein. C'est ça. Le journal de l'armée d'Italie. Donc c'est les faits déjà qui sont brillants, et en plus enjolivés par voie de presse et par voie de propagande, parce qu'il a déjà un plan derrière la tête. Donc il veut s'imposer comme un homme providentiel. Et de faire de son armée de tocards des héros. Une armée invincible, une invincible armada. Voilà, exactement. Des héros, tout à fait. C'est exactement ça. Et donc à Arcole, ça devait être une catastrophe, parce qu'il arrive devant l'ennemi, donc il faut traverser un pont. Les soldats ont un petit peu peur parce qu'ils s'exposent à la mitraille, et là encore une fois, il les galvanise et leur dit est-ce que vous êtes encore les vainqueurs de la bataille de Lodi? Oh là là, il ne fallait pas leur parler comme ça, donc ça leur met encore un coup de pression supplémentaire. Il prend Napoléon, charge en premier. Prend un drapeau, il fonce, il y a son ami Muiron qui prend un projectile à sa place, qui meurt. Napoléon est projeté dans l'eau boueuse du fleuve, il s'en sort, on ne sait pas trop comment, donc c'est un petit peu catastrophique la manière dont ça s'est passé. Mais il gagne. Et puis après, la légende a fait que, puis la légende du tableau, hein, bien évidemment. Donc présenté comme une espèce de dieu invincible, un dieu de la guerre, hein, c'est à ce moment-là. Et là aussi, il le dit, hein, quand il est à Sainte-Hélène, il dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais un homme supérieur et que j'ai commencé à flotter. Hein. il écrit comme ça. Hein. Et derrière, il y a la bataille de Rivoli. Bataille de Rivoli, encore là, c'est un festival. Hein, dont on parlera demain, Philippe Perfetti. Dont on parlera demain, d'accord, avec plaisir. Merci. Bonne soirée. Non, après-demain, pardon. Parce que après-demain, c'est 11 novembre. C'est le 11 novembre. Absolument. Merci, au revoir. Bonjour, nous sommes jeudi, nous sommes sur Alta Frequenza en compagnie de Philippe Perfetti. Bonsoir Philippe. Bonsoir Lisa. Alors évidemment, je rappelle que les émissions sont disponibles sur le www.alta-frequenza.com en vidéo, en podcast, les émissions de presque 2 semaines et demie. On va continuer à parler de ces grandes batailles lors de la campagne d'Italie. Et évidemment, nous étions arrêtés avant-hier à Rivoli. À Rivoli. Donc Rivoli, on est à la fin de la campagne, la première campagne d'Italie, au bout de quasiment 1 an et demi de conflits épisodiques entre la France, les troupes sardes et les troupes autrichiennes. Et Rivoli, c'est un chef-d'œuvre de stratégie, et parce que c'est une victoire sans appel de l'armée d'Italie. Et surtout, c'est encore un moment héroïque qui a été transformé en moment héroïque par la propagande, puisque, encore une fois, Napoléon, très peu de temps après ce qu'il y a eu, tous ces faits d'armes à Toulon, ce qui se passe à Arcole, il va se passer encore autre chose à Rivoli. Il ne va pas être blessé cette fois-ci, mais son cher cheval Bijou, son cheval blanc, va mourir sous les balles, et Napoléon va tomber et puis va se remettre en selle sur un nouveau cheval. Ça fait très western, hein, et il va continuer de donner ses ordres. Donc, encore une fois, il a joué les trompes-la-mort, et encore une fois, il impose le respect à ses soldats, et cette envie de croire en le général Bonaparte comme un homme providentiel
qui va leur donner effectivement ce que vous disiez, ce statut de héros et cette reconnaissance qui leur manque tant. Cette légende, est-ce qu'elle est en train aussi de s'écrire évidemment à Paris, puisque ces faits d'armes, on a vu donc il y a évidemment ce journal, mais ces faits d'armes certainement arrivent jusqu'aux membres du directoire. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite, puisque après les batailles d'Arcole et Rivoli, il y a la signature de... Il y a l'atomisation de la République de Venise aussi, qui a eu le malheur de chercher la guerre aux troupes de Napoléon, et le traité de Campo-Formio qui met un terme à la millénaire République de Venise et qui signe la paix avec les Autrichiens. Donc à ce moment-là, il doit rentrer en France où sa réputation l'a précédé. Malheureusement, en Italie, il a goûté au pouvoir, à la gloire militaire, parce qu'il est invaincu. Il y a eu du 20-0. Il y avait sa cour, il avait installé il s'est mis quelque temps dans la peau d'un chef d'État, apprécié de ses sujets, de surcroît, c'est assez original. Et il rentre à Paris, auréolé de sa réputation de vainqueur, alors que bon, l'armée française jusqu'à ce moment-là, c'était pas terrible. Et là, il est intercepté par un monsieur qui va jouer un grand rôle dans l'histoire napoléonienne, qui est Talleyrand. Le fameux Talleyrand, le fameux diable boiteux, qui attrape Napoléon avant qu'il n'aille voir les membres du directoire, et il le briefe un petit peu aux choses de la diplomatie. Et Talleyrand dit, à propos de Napoléon, il a de l'avenir. Il a de l'avenir, effectivement, il ne croit pas... Quelle clairvoyance. Exactement. Ah oui, ça, on ne peut pas lui reprocher. Effectivement, Napoléon, après, est accueilli comme un dieu à Paris, mais comme je dis, il a goûté au pouvoir en Italie. Il voudrait être directeur. C'est ça, être calife à la place du calife. Voilà, ça commence. L'idée commence à faire son chemin. Il n'a plus envie d'obéir à qui que ce soit. Il n'a plus envie de rendre des comptes parce que, comme on l'a dit, il a compris, pas un peu mégalo, mais bon, il a compris en Italie qu'il était un homme supérieur. Donc pourquoi s'abaisser à obéir à un régime corrompu? Donc il veut effectivement être calife à la place du calife. Or, il n'a pas l'âge légal puisqu'il faut avoir 40 ans. En 97, il en a 28. Donc c'est pas possible. Pourtant, il fait le forcing. Hein. Et même Barras, le roi Barras, le chef du directoire, s'oppose à ce qu'il y ait une dérogation pour que Napoléon puisse être directeur. Et là vient l'idée géniale d'aller faire la campagne en Égypte. Et ça se... Et ça, on en parlera demain. On en parlera demain avec plaisir. Merci beaucoup. Bonsoir, bienvenue dans Storia Nostrale pour cette dernière émission de la semaine en compagnie de Philippe Perfettini. Bonsoir. Bonsoir Lisa. Alors, on a parlé de la campagne d'Égypte. Une campagne d'Égypte finalement qui est décidée par le directoire. Peut-être au départ, je me trompe peut-être, mais il y avait un projet d'invasion de la Grande-Bretagne. Et Napoléon finalement... qui a été mandaté, on peut dire, pour étudier cette possibilité, ne l'a pas validé, c'est ça? Oui, il y a effectivement derrière... la décision de la campagne d'Égypte, elle se joue à plusieurs niveaux. D'abord, Napoléon Bonaparte, appelons-le Bonaparte pour l'instant, lui-même, parce que il comprend qu'on lui bloque l'accès au pouvoir à Paris, donc il a peur de s'encrouter, de disparaître de l'esprit des gens. Donc il dit, bon, il faut que je retourne faire la guerre. Il réfléchit, l'invasion de l'Angleterre, même pas y penser, l'état de la supériorité de la marine anglaise sur la marine française, donc on oublie. En revanche, il est rentré dans la peau d'Hannibal et de César en Italie. Il aimerait bien rentrer dans la peau d'Alexandre le Grand. Et il dit, tiens, pourquoi pas aller faire la guerre aux Anglais et aux Ottomans, mais en Égypte. Là où ils sont le plus faibles. Aux portes de l'Orient, absolument. Ils sont censés être les plus faibles. Et c'est validé par le directoire, trop heureux de se débarrasser d'un élément qui commence à devenir gênant, mais qu'on peut pas le tuer parce qu'il est beaucoup trop populaire. Trop populaire. Et on décide à ce moment-là, oui, vas-y, pars en Égypte. Et
ça va prendre la forme d'une expédition militaire et d'une expédition scientifique pour la découverte des richesses de l'Orient. Donc le but, c'est d'arriver en Égypte, d'arriver à traverser la Méditerranée d'abord, de débarquer en Égypte, de se débarrasser de toutes les troupes hostiles à la France, de prévoir un projet de canal de Suez, parce que ça va donner ça au bout du compte, et de tracer des nouvelles routes de commerce pour la France vers l'Orient, et par la même occasion de couper l'herbe sous les pieds des Anglais. Ça va être les buts de la campagne d'Égypte. C'est un projet qui semble complètement fou, on peut le dire dans le contexte de l'époque. Ça s'apparenterait à un suicide. C'est un peu ça, parce que d'abord, le premier obstacle, c'est traverser la Méditerranée, et en Méditerranée, il y a les Anglais, l'amiral Nelson. Le fameux. Voilà, le fameux. Qui a encore son œil. Oui, il va bien, c'est bien. Il doit beaucoup à la course, Nelson. Et donc, il faut commencer par passer au travers des mailles du filet. Bonaparte et son expédition y arrivent. Pourtant, l'expédition, le cortège marin est immense, mais ils arrivent à slalomer entre les navires anglais. Ils font une escale à Malte. Bonaparte assiège l'île de Malte et la conquiert, et après on trace tout droit vers l'Égypte, et une fois arrivé là-bas, Nelson comprend qu'il a été joué par les Français. Il aura sa revanche un petit peu plus tard, et Napoléon et Bonaparte et ses troupes mettent pied à terre sur le sol égyptien. Pour en revenir justement à ces troupes, de qui s'entourent-ils justement pour partir dans cette campagne qui, on l'imagine, pour des militaires chevronnés, s'apparente, comme vous l'avez dit, à un suicide? Alors, ce sont toujours les fidèles, toujours les mêmes. Hein. Les fidèles, il y aura Murat, évidemment, Kléber, De Sex, il y a d'autres. Puis après, il y a des savants. Énormément de savants, mathématiciens, scientifiques en tout genre, Monge, Berthollet, il y a Vivant Denon qui va être le directeur du Muséum central des arts, un petit peu plus tard musée Napoléon, un petit peu plus tard musée du Louvre. C'est lui qui va former le Louvre un peu comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est une expédition, donc il y a une vocation militaire parce qu'il faut chasser tout ce qui s'apparente à une alliance avec les Anglais du sol d'Égypte, de la Terre Sainte, et ouvrir la route vers l'Orient pour la France, et après étudier cette civilisation égyptienne qui est endormie depuis si longtemps, et pourtant qui a donné naissance à quelques-uns des plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité. Et là, ça va être l'épisode de la bataille des pyramides, entre autres choses. Et ça, on en parlera la semaine prochaine. Avec plaisir, Lisa. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.